Plusieurs bâtiments d'Abidjan arborent le vert ce 4 novembre, date à laquelle l'accord de Paris sur le climat entre en vigueur. Adopté le 12 décembre 2015, l'accord de la COP21 a été ratifié par 55 États. La Côte d'Ivoire et le Ghana signent un accord de coopération pour lutter contre la traite transfrontalière et les pires formes de travail des enfants. Deux pays producteurs de cacao, une culture dans laquelle les enfants sont exposés aux pires formes de travail. L'AS Standard a remporté la 37e édition de la Super Coupe Félix Houphouët-Boigny en battant le CW Sport 2 buts à 1. C'était aujourd'hui au stade Robert Champrou de Marcory. Madame, Messieurs, bonsoir. De nouveaux imprimés d'attestation d'identité et de titres provisoires de séjour sont mis en circulation par l'Office national d'identification. Le but, mettre fin à la fraude documentaire. Découvrons ces nouveaux documents dans ce reportage de Michel Digri. Depuis quelques mois, il revient de façon récurrente à la direction générale de l'ONI qu'une fraude est organisée autour des imprimés des attestations d'identité censées être sécurisées par un sticker. Des enquêtes ont même permis de démanteler des réseaux et d'épingler des personnes dans le faux sur les documents administratifs. L'Office national d'identification décide donc de procéder à la mise en circulation dès ce lundi de nouveaux imprimés sécurisés d'attestation d'identité. Nous sommes passés d'un niveau, un seul niveau de sécurité à 22 niveaux de sécurité. On a multiplié par 22 et permettre également aux banques d'être rassurées, aux notaires d'être rassurés à l'occasion des transactions financières, à la police nationale également, de savoir que ces personnes-là vont désormais figurer dans la base de données nationales d'identification de la population en Côte d'Ivoire. L'imprimé A5 du titre provisoire de séjour délivré aux non-nationaux hors CEDEAO, séjournant plus de 3 mois en Côte d'Ivoire, disparaît pour un nouveau format plus pratique. L'autre cible, ce sont les ressortissants hors CEDEAO. Vraiment, la proportion de ceux qui n'ont pas ce document est très importante. Donc nous leur demandons de se mobiliser à nos guichets parce que désormais, sans ces documents, sans le titre provisoire de séjour, ils ne pourront pas accomplir aisément des actes de la vie civile. Voilà, c'est une exigence de sécurité intérieure, c'est une exigence de sécurité des transactions qu'ils vont eux-mêmes faire. Ces changements n'auront aucun impact sur les coûts des deux documents. La date du 4 novembre marque l'entrée en vigueur de l'accord de Paris sur le climat. Abidjan marque le coup en s'illuminant en vert à quelques jours du passage de relais à la présidence marocaine pour la COP 22. La conférence de Marrakech sur le climat devra être celle des solutions. C'est un décor inhabituel cette nuit à l'hôtel du district d'Abidjan. Une lumière verte brille sur le bâtiment abritant l'institution. D'autres édifices de la capitale économique présentent le même visage. Abidjan s'illumine donc en vert pour marquer l'adhésion de la Côte d'Ivoire à l'accord de Paris sur le climat. Un moment historique en cette soirée du vendredi 4 novembre 2016. Ce 4 novembre 2016, l'accord de Paris est entré en vigueur et je pense que le monde doit s'en réjouir. Et c'est la manière de la Côte d'Ivoire de marquer son contentement, de marquer sa solidarité. Il a été suggéré que dans les grandes capitales mondiales, cette entrée en vigueur soit marquée par l'illumination de monuments en verre pour bien montrer que le monde, la planète, se tourne vers le développement durable, vers la préservation de l'environnement, vers la lutte acharnée contre le réchauffement climatique. L'accord de Paris sur le climat aura donné de l'espoir à l'humanité face aux inquiétudes du réchauffement climatique. Les regards sont désormais rivés sur la COP22, le prochain rendez-vous mondial sur le climat qui se tiendra du 7 au 18 novembre à Marrakech, au Maroc. Plus de 190 États sont attendus. Marrakech accueillera du 7 au 18 novembre la COP22, comme vient de vous le dire Moussa Touré. Les lauréats du prix d'excellence 2016 du ministère de la Femme, de la Famille et de la Protection de l'Enfant classés respectivement 2e et 3e ont reçu leur prix. Efrazi Kwasi-Yao a honoré les lauréats de ces différents prix, tels le prix de la meilleure famille, celui de la valorisation des compétences féminines et le prix de la meilleure maman. La ministre a exhorté les lauréats à partager leur expérience et à préserver dans le combat de l'autonomisation des familles.
Une centaine d'étudiants de l'université Peleforo Gban-Coulibaly vient de recevoir ce diplôme, les premiers cadres de cette université. Ils ont obtenu leur diplôme après 4 années d'études à l'Institut de gestion agropastorale de la dite université Adamakoni. Toge noir, coiffure de circonstances. Les premiers étudiants de l'Institut de gestion agropastorale IGA de l'université Peleforo Gban-Coulibaly de Korogo défilent pour recevoir leur diplôme. Illustration de la mise en œuvre de la politique de formation d'acteurs agricoles de haut niveau. On ne peut pas moderniser l'agriculture sans moderniser votre savoir et votre savoir-faire. La cérémonie de remise de diplôme a permis au ministre de l'Agriculture et du Développement rural de souligner l'importance des ressources humaines de qualité dans le développement agricole de la Côte d'Ivoire. Des hommes et des femmes qui constitueront la sève du circuit allant de la fourche dans les exploitations à la fourchette sur la table du consommateur. Nous avons un programme cohérent sur la formation agricole. Nous allons mettre dans les 5 régions agroécologiques homogènes des centres de formation professionnelle agricole intégrés. Ces centres permettront aux étudiants, ils permettront à ceux qui veulent embrasser le métier de la terre, aux ingénieurs, aux chercheurs, aux agriculteurs opérant déjà sur le terrain, d'actualiser leurs connaissances et surtout d'adapter leurs moyens de production à l'évolution du marché. Les parchemins en poche, la centaine de diplômés de l'Institut de gestion agropastorale doit troquer désormais la toge pour des tenues de terrain. C'est que le taux d'insertion professionnelle est de 80% pour ces diplômés. Tout un modèle de formation garantissant une employabilité effective au dit du ministre Sangafoua Coulibaly. La Côte d'Ivoire et le Ghana sont respectivement premier et deuxième producteurs mondial de cacao dans ces deux pays. Les enfants sont utilisés comme main-d'œuvre dans les plantations de cacao. Et près de 4000 enfants seraient encore victimes de la traite transfrontalière en Côte d'Ivoire. Et en Afrique, plus de 30 millions de personnes sont encore victimes de la traite transfrontalière. Pour lutter contre cette traite et les pires formes de travail des enfants, la Côte d'Ivoire et le Ghana signent un accord de coopération. Le reportage de Issa. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, et du Ghana, Nana Lordina Dramani Mahama, s'engage fermement à lutter contre la traite transfrontalière et les pires formes de travail des enfants. Un engagement matérialisé le 13 septembre dernier par une déclaration. Pour la mise en œuvre de la volonté de ces deux premières dames, une délégation composée de personnalités et d'experts ivoiriens était au Ghana. Malgré les efforts déployés par chaque pays pour combattre à son niveau ces phénomènes, je l'ai dit malheureusement, ils persistent. Face à cette situation, il est apparu nécessaire de mettre en place un cadre formel d'action conjointe en vue d'éradiquer ce phénomène. Une éradication qui passe par la prise de mesures concrètes. À la suite de cet accord, les deux gouvernements ont promis de tout mettre en œuvre pour opérationnaliser les engagements pris par les deux États. De la protection des enfants, parlons-en. Cette fois-ci, c'est le réseau Afrique de l'Ouest pour la protection de l'enfant qui entend mettre en place des mécanismes en vue de freiner le flux des enfants qui traversent les frontières tous les ans avec ou sans leur accord. Un phénomène qui nuit fortement à l'épanouissement de ces derniers. Moussa Konaté était à la 12e rencontre du comité de pilotage du réseau Afrique de l'Ouest pour la protection de l'enfant. Des milliers d'enfants traversent les frontières des pays chaque année. Leur périple, plus ou moins volontaire, les rend vulnérables. Un besoin d'accompagnement s'impose donc. À cette 12e rencontre du comité de pilotage du réseau Afrique de l'Ouest pour la protection de l'enfant, il est question de la mise en œuvre de mécanismes pour une meilleure protection des enfants en mobilité. Des enfants qui traversent des pays avec leurs mamans et leurs parents, qui n'ont pas accès à l'éducation, qui n'ont pas accès à la santé, qui se déplacent sans avoir aucun moyen de survie, les moyens les plus primaires pour la survie et pour leur bien-être.
Si on a des plans nationaux de qualité, si on a des mécanismes de suivi et d'évaluation, si on a des mécanismes d'intervention, on pourra ensemble travailler au niveau des 15 États membres de la CEDEAO pour que l'avenir des enfants soit meilleur, pour que leur protection soit effective. Depuis 2005, plus de 6500 enfants ont bénéficié d'encadrement et de réintégration. En Côte d'Ivoire, les actions de protection de l'enfant sont bien connues. En Côte d'Ivoire, ils ont mis en place plusieurs centres donc pour accueillir ces enfants, ou dans des orphelinats, ou en tout cas toute autre condition pouvant leur permettre de s'épanouir, de manger, de s'éduquer, de se soigner. Cette rencontre est placée sous la direction de la commission de la CEDEAO. Elle réunit une cinquantaine de participants des 15 États membres et de la Mauritanie. Ils devront réfléchir à des dispositifs pouvant mieux gérer la mobilité des enfants. Le village à Marchou n'est plus à présenter. Ce village où vivent les malades de la lèpre fait face à plusieurs difficultés. L'accès à ce village devient de plus en plus difficile. Les habitants sont obligés d'aller faire leurs besoins au bord de la lagune où pourtant ils pêchent. Bref, leur cri de cœur dans ce reportage de Franck Quadiou. Des doigts et des orteils emportés, des visages déformés par la lèpre. Nous sommes à Marchou, village situé à 5 km de la ville de Bingéville. Créé dans les années 40, ce village tire son nom d'Émile Marchou, un médecin-chercheur français spécialiste de la lèpre. Par le passé, vous savez que la lèpre était une maladie un peu honteuse. En face d'Abata, il y a une île là-bas. C'est là-bas les parents étaient avant. Pour que le médecin aille là-bas les soigner, il y avait un problème. Il fallait avoir une bonne embarcation pour que le médecin arrive là-bas. Raoul Fouloro est venu là, il a trouvé que non. Le médecin, c'était des Européens à ce moment, qui allaient venir traverser chaque fois, et puis souvent, ne trouvaient pas de personnes, et puis ils repartaient. Donc il fallait que les gens viennent sur ce site actuel. Il y a quelques années, Marchou abritait une centaine de malades de la lèpre. Mais aujourd'hui, il n'en reste que quelques-uns. Aujourd'hui où je parle, sur les 400 malades que nous avons, qui étaient là avant qu'ils ne soient nés, aujourd'hui il ne reste que 10 malades. Mais toute la population que vous voyez aujourd'hui, actuellement, nous sommes les enfants, les petits-enfants et les arrière-petits-enfants qui forment le village aujourd'hui. À sa création, c'était un village modèle. Mais aujourd'hui, il n'est que l'ombre de lui-même, car confronté à d'énormes difficultés, notamment l'accès au village, un véritable parcours du combattant. Quand il pleut fort, et même le pont, là-bas est inondé, et ici même c'est plus grave. Il y a des endroits où l'eau reste beaucoup. On ne parle pas de bitume, simplement la terre rouge pour permettre aux véhicules de rentrer facilement. Autre préoccupation pour les populations, les latrines du village dans un état qui laisse à désirer. Alternative à trouver, se soulager dans la lagune. Le jour qu'on reconstruit le village, ils ont fait 2 toilettes. Quand c'était plein, quand ça remplissait, on amenait un véhicule pour pomper. Mais c'est rempli jusqu'à c'est débordé. Donc ça dit qu'on ne peut plus même aller aux toilettes là-bas. Donc j'ai oublié d'aller au bord de la lagune, quelque part, pour mettre à l'aise. Les populations de Marchou ont désormais le regard tourné vers les personnes de bonne volonté pour sortir de cette léthargie. Le programme national de lutte contre le paludisme et l'Institut national d'hygiène publique en guerre contre les moustiques. Gîtes larvaires et moustiques détruits et tués dans une opération de démoustication dans les communes de Port-Bouët et de Trècheville. Le reportage de Delphine Bla. Enthousiastes et déterminés, ces hommes mandatés par le PNLP, le programme national de lutte contre le paludisme, ont une seule mission ici, dans le quartier derrière Waf de Port-Bouët, empêcher que les moustiques ne se développent. Cette étape est la deuxième après la phase de sensibilisation. Ici, tout ce qui est susceptible de retenir de l'eau sale est déclaré gîte larvaire potentiel, nid de moustiques. Et au passage des équipes, il est physiquement détruit. Dans les habitations, comme ici dans les maraîchers, tout est passé au peigne fin. En août 2016, Madame la ministre a procédé au lancement de la destruction des gîtes larvaires et des moustiques dans un certain nombre de quartiers de la ville d'Abidjan. Il s'agit pour nous, dans un premier temps, de faire une mobilisation sociale
de rencontrer les populations et de leur dire que le moustique se développe à proximité de leur lieu d'habitation. Par la suite, nous procédons à la destruction de ces gîtes larvaires. Derrière WAF est à la deuxième phase de la campagne de démoustication. Après la destruction physique des gîtes larvaires viendra la dernière étape, la fumigation, qui est celle qui consiste à tuer les moustiques adultes, comme ici à Trècheville. Des populations heureuses, les moustiques vont plus perturber leur nuit. Mais la fumée n'est toujours pas sans désagrément. Éternuement et tout sont aussi au rendez-vous. Nous avons des produits qui sont destinés à l'hygiène publique, qui sont formulés avec des coformulants qui ne sont pas dangereux pour la population. L'opération de démoustication dans les communes d'Abidjan Sud a démarré le 18 octobre dernier et va s'achever le 29 novembre 2016. Les risques naturels ne manquent pas en mer. La navigation est aussi exposée à cause de la criminalité en mer et au fléau du terrorisme international. Et depuis 1982, l'Organisation maritime internationale surveille l'évolution de la piraterie et des vols à main armée visant les navires dans différentes régions du monde. En Côte d'Ivoire, la lutte est aussi menée et la journée nationale de la mer a été célébrée à Adiaké. Cette année, l'accent a été mis sur la sensibilisation des populations sur les notions de sûreté et de sécurité. Francis Boifo nous parle de ces notions. Remise de vedettes à la Direction générale des affaires maritimes, des parades et des plongées pour montrer la capacité des forces d'intervention en mer, des exposés sur l'importance de l'océan, l'entretien et la préservation de la lagune. Beaucoup d'enseignements à l'occasion de la célébration nationale de la journée de la mer à Adiaké. Il ne faut pas chier à côté de l'eau, ne pas jeter des ordures dans l'eau, parce que l'eau qui est là, c'est une source de vie. Les gens qui ont les petites embarcations n'ont pas une formation. Ce que nous avons appris, il faut qu'eux-mêmes fassent une formation pour notre sécurité et puis leur propre sécurité. Opérateurs économiques et populations ont été également instruits sur les notions de sûreté et de sécurité dans les navires. Si le navire doit prendre 100 personnes, il faut que le nombre soit respecté. Le navire lui-même doit être muni d'équipements de sauvetage, d'équipements de radio, de tous les équipements recommandés par les différentes formations, de sorte que lorsqu'il y a un sinistre, on puisse sauver les occupants. Les transports maritimes sont indispensables. Les statistiques indiquent qu'ils assurent 80% des échanges commerciaux à travers le monde. En Côte d'Ivoire, ils favorisent à 95% les échanges internationaux. Le ministère des Transports serait heureux de voir au moment où notre pays, la Côte d'Ivoire, cherche à créer les conditions favorables de navigabilité sur nos océans, des capitaux privés se constituer en vue de la création d'un armement national avec un capital mixte État-secteur privé ivoirien. Dans le cadre de l'action de l'État en mer, la Marine nationale a acquis 3 navires de type patrouilleur. La Côte d'Ivoire rafle le trophée international des droits de l'homme en Afrique du Sud, le 3e du genre remporté par des étudiants ivoiriens. Mamadou Kouassi nous montre comment ces étudiants ont séduit le jury. La Côte d'Ivoire, une fois de plus, championne du concours international des droits de l'homme. Représentée en Afrique du Sud par les étudiantes de l'Institut universitaire d'Abidjan, ces dernières rentrent au pays avec le trophée international des droits de l'homme. Une victoire acquise de haute lutte, après avoir éliminé tout ce qui s'érigeait en obstacle. L'équipe ivoirienne a battu respectivement l'Université Gaston Berger du Sénégal, l'Université de Kinshasa, l'Université Eduardo Mondlane du Mozambique et celle d'Ouganda. L'intention première des jeunes panthères était de manifester, était de pouvoir exprimer leur mécontentement. Des incidents sont arrivés lors de ces manifestations. Il serait injuste de pouvoir imputer la responsabilité de ces différentes personnes-là, de ce nombre réduit de personnes-là, à tout un groupe dont les intentions de base étaient absolument honorables et légitimes. La femme sera-t-elle à jamais contrainte à accepter les atteintes portées à son intégrité physique, à sa dignité humaine et à son épanouissement culturel au nom de quelconque respect, de coutumes qui ne tiennent leur légitimité que dans l'ancestralité? Cet institut offre ainsi à la Côte d'Ivoire son 3e titre international au grand bonheur du pays tout entier, des lauréates elles-mêmes et de tout le personnel de l'établissement.
Ce communiqué du ministère de la Justice avant de continuer le journal. Le dimanche 30 octobre dernier, jour du scrutin référendaire, des individus à l'appel de certains responsables de groupements politiques se sont rendus sur des lieux de vote pour empêcher leurs concitoyens d'exercer leurs droits et le bon déroulement du scrutin. Ces personnes ont saccagé des bureaux de vote, elles ont détruit des installations électorales et emporté des urnes dans certaines localités. Ces faits d'une particulière gravité ont donné lieu à l'ouverture de plusieurs enquêtes judiciaires, notamment dans le ressort des cours d'appel d'Abidjan et de Daloa. Certaines personnes soupçonnées d'avoir participé à ces actes de violence ont été arrêtées et des informations judiciaires sont en cours à leur encontre. Dans le cadre de ces enquêtes, certains responsables politiques ayant lancé des mots d'ordre pour la commission de ces actes ont été entendus et remis en liberté. Excusez-moi. Les investigations se poursuivent afin que toutes les personnes ayant participé à quelque niveau que ce soit à ces infractions en répondent devant les juridictions compétentes. Pour le ministre de la Justice, le directeur de cabinet adjoint. Les délégations du PDCI ont reçu 120 kits informatiques pour une bonne gestion de la base de données des militants, un don du réseau des cadres du PDCI du Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Le reportage de Mamadou Kwasi. 120 ordinateurs de bureau et des logiciels remis aux différentes délégations du PDCI RDA. Un don de Yves Djedje, cadre du PDCI RDA de la diaspora, à travers le réseau des cadres PDCI Notre Héritage pour contribuer à la modernisation du parti, mais aussi redynamiser davantage les structures de base. C'est l'identité du PDCI RDA qu'on doit absolument préserver. Et pour cela, des cadres de bonne volonté, nous avons décidé d'apporter notre modeste contribution à la modernisation du parti tel que prôné par le deuxième congrès. Représentant le secrétaire exécutif du PDCI RDA, Noël Akossi Benjo, lui-même secrétaire exécutif chargé de la mobilisation de l'organisation, félicite le réseau des cadres PDCI Notre Héritage. Pour lui, la solidarité au PDCI doit être une valeur partagée pour la bonne marche de leur parti. Noël Akossi Benjo a par ailleurs demandé aux bénéficiaires d'en faire un bon usage, car le PDCI RDA s'inscrit désormais dans la dynamique du numérique. Il a également exhorté les autres militants à imiter ce geste du réseau des cadres du PDCI Notre Héritage. Mais oui, séduit une fois encore le public avec son 12e album Illimitique. 16 titres qui feront danser les mélomanes au son du Zoblazo. Savourons ensemble quelques bouts de cet album avec Franck Quadio. Eja, le clip passe en boucle sur les antennes dans la pure tradition Zoblazo. L'artiste, Frédéric Ewimewe, est de nouveau au contact des mélomanes 4 ans après son dernier album. Le nouvel opus est intitulé Illimitique. Illimitique, pourquoi pour exprimer davantage mon envie d'ouverture. Une danse aussi qui n'est pas limitée, qui doit traverser les frontières en Zima. Traverser les frontières et s'inspirer de diverses influences musicales, une façon de marquer son identité, loin des clichés. Ma musique ne doit pas être limitée qu'aux valeurs du commercial, parce qu'aujourd'hui on tend plus vers les raccourcis. Aujourd'hui, avec un ordinateur, on fait un album. Illimitique, 12e album de la carrière de Mewe. 16 titres dans le pur style de l'artiste, mélange de genres sur fond de cuivre, rythmique de base du Zoblazo. La musique vraie, celle qui permet de vaincre le temps et rendre hommage, par exemple, à son défunt frère Deza Doblicel, ou prodiguer des conseils à la jeune génération, voire même taquiner des aînés. L'album est multiforme, des thèmes abordés sans tabou, mais aussi des messages forts. En somme, un album illimitique. Amoutati fait vibrer le palais de la culture de Trècheville dans Dame de Fer. La comédienne, dans un mélange d'humour, a su arracher des sourires et des rires au public. 8 mois après son passage sur la scène du Massa, le marché des arts du spectacle africain, la comédienne Amoutati s'est produite sur la scène du Palais de la Culture. Dame de Fer est une pièce de théâtre écrite par Tatiana Rougeau, dans laquelle la comédienne s'est illustrée de la plus belle manière. Quand il me touche petit comme ça, j'ai la chair de poule. Mon corps fait gna. J'ai des frissons.
Même s'il me donne un caillou qu'il a ramassé par terre, je mange ça. La vendeuse, la vieille dame, la française, la danseuse, des pièces de théâtre qui ont résumé tout l'univers théâtral. À travers ces pièces, Amou Tati a démontré sa maîtrise des genres théâtraux. Je suis debout, je chasse les moustiques. À la fin de ce combat sera offert un dindon argenté. Gaëton m'a promis que s'il gagne la bataille, c'est à toi qu'il va donner le dindon. Dame de fer de Amou Tati est une comédie qui a obtenu du succès sur des scènes africaines et internationales. Pour son approche créative et originale, Tatiana Rojo a joué dans des pièces comme Sœur Kofi, Le crocodile du Botswana ou encore Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Faire voyager, découvrir des cultures différentes par la lecture. L'objectif de l'association Aquaba Culture invite les plus jeunes à lire et ces enfants ont même pu échanger avec des écrivains tels que Marguerite Aboué Aya de Yopougon. Le reportage de notre confrère Franck Quadio. Des enfants heureux de choisir un livre dans le bibliobus de Children of Africa. Samira est aux anges. Son choix s'est porté sur une œuvre de l'écrivaine pour enfants Fatou Keïta. Pour cet élève du cours moyen 2, lire a toute son importance. Pour devenir intelligente, pour savoir bien parler le français, pour être épanouie. Faire découvrir aux enfants le plaisir de la lecture, le sens de cette activité de l'association Aquaba Culture, initiatrice du 9e prix Ivoire pour la littérature africaine d'expression francophone, venu rencontrer les élèves de l'établissement scolaire Espoir des mamans dans la commune de Yopougon. Aujourd'hui, vous savez, le bonheur pour moi est grand. Je vois que le travail qu'on fait depuis plusieurs années est en train de payer. Les enfants sont là, ils sont tout contents de lire, d'avoir accès aux livres. Pour mieux rapprocher le livre de l'enfant, qui de mieux qu'un auteur qu'ils apprécient? Marguerite Aboué, auteur de la bande dessinée Aya de Yopougon, vendue à 700 000 exemplaires dans le monde et traduite en plus de 17 langues, est alors choisie. Échange, conseils aux enfants, puis séance dédicace, un moment pleinement vécu. Ils sont assez ravis et puis moi je suis toujours contente de savoir ce qu'ils pensent justement d'Aya, qu'est-ce qui les motive à ce point dans cette histoire, à qui ils s'identifient. Enfants et encadreurs satisfaits. Cap est mis sur l'INSAC, Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle à Cocody. Ici, bercé par la musique, l'amour des lettres est dispensé par l'auteur mauritanien Beyrouk Mbarek, invité spécial du prix Ivoire 2016. Échange à juger enrichissant par les étudiants, encore amoureux du livre malgré la réalité du numérique plus que présente aujourd'hui. Même si Internet, la lecture est un outil fiable, parce qu'en lisant, on peut découvrir de nouveaux mots. En découvrant de nouveaux mots dans la lecture, on peut aller maintenant sur Internet chercher les mots qu'on ne comprend pas dans la lecture. D'où l'engagement pris pour faire de la lecture un outil quotidien dans la quête permanente de la connaissance. Un reportage de Franck Quadio. Hors de chez nous, aux États-Unis, les deux candidats à la Maison-Blanche, Hillary Clinton et Donald Trump, entament leur dernier week-end de la campagne présidentielle américaine. À 3 jours du scrutin, les sondages ne sont guère d'utilité pour prédire avec certitude l'issue du vote. La démocrate de 69 ans conserve un mince avantage de 2,3 points en moyenne sur le milliardaire populiste de 70 ans. Donald Trump est toutefois porté par un rebond soudain dans les États clés où se jouera véritablement l'élection et qui lui font croire qu'une surprise est possible mardi soir. Un soldat français a perdu la vie au Mali après avoir été blessé hier dans le nord du pays par l'explosion d'une mine au passage de son véhicule blindé. Une nouvelle perte qui porte à 18 le nombre de soldats français tués depuis le début de l'opération Barkhane au Mali en janvier 2013. Retour en Côte d'Ivoire pour parler sport. L'AS Tanda a remporté la 37e édition de la Super Coupe Félix Houphouët-Boigny en battant le COE Sport 2-1 aujourd'hui au stade Robert Champrou. Un doublé de Sanogo Issa à la 61e et à la 84e minute qui a permis à l'équipe du Gontougo de décrocher son premier trophée qui porte le nom du père de la nation ivoirienne. C'est en deuxième mi-temps que la Super Coupe Félix Houphouët-Boigny 37e édition a choisi son camp, celui de l'AS Tanda. Le premier but de la partie a été inscrit sur ce coup franc
de Issa Sanogo. Belle frappe, aucune réaction au passage. Le portier du CW Sport, Diabaga Tesek, est resté sans bouger. Attention, coup franc, qui est levé. Le but de l'Estanda. Le but de l'Estanda. But de l'Estanda. Et c'est le nouvel entrant, semble-t-il. Pour sa première touche de balle, dans cette finale, Issa Sanogo a donné du sourire au groupe de Kofi Firmin. Le deuxième but est plus beau. C'est encore sur un coup franc. Avec Issa Sanogo, sa frappe ne laisse aucune chance à Diabaga Tesek. Comme Lalali. Ballon. Oh, quel but! Oh, quel but! Croyez-moi, c'est le même. Oh, quel but! Issa Sanogo encore! C'est le même. Mais le CW Sport de San Pedro continue de croire. Et sur cette action, c'est le défenseur central, Kodjo Urbain, qui trompe de la tête Badra Ali. Et là, c'est le but de l'espoir. Très bien joué. Ah, c'est bien joué. Un vrai capitaine. La réaction du CW est tardive. 2-1 pour l'AS Tanda qui remporte la Super Coupe Félix Houphouët-Boigny, le premier trophée de l'équipe sur le plan national. C'est la fin de ce journal. Portez-vous bien.